Merci d'être avec nous, bonjour et bienvenue. Voici l'instant joyeux avec une émission un peu particulière. Bonjour professeur. Bonjour Marc. Alors, on est prêt? On est prêt, il n'y a pas de souci. Vous le savez, les émissions du professeur Henri Joyeux suscitent évidemment beaucoup de réactions. Et pour vous dire à quel point on est attaché à vos commentaires, on les lit tous. On les parcourt évidemment. Certains, la très grande majorité pour tout vous dire, adhèrent à ce que vous préconisez. Donc ils comprennent À quoi. votre prévention, évidemment, et à votre discours. Et puis certains, évidemment, s'y opposent parfois. Bien sûr. Et vous aimez ça. Disputation. La disputation et la contradiction parfois. Alors, on va prendre quelques questions, évidemment. C'est toujours intéressant de confronter les opinions. Absolument. Et puis peut-être aussi, de temps en temps, de remettre un peu l'église au milieu du village. Oui, bien sûr, Hein? On va voir. On va voir. Voici la première question. Cette question s'adresse surtout aux responsables. Ah, ben tiens, d'ABC Talk, comment pouvez-vous donner la parole à un médecin radié depuis des années? Alors, juste avant, je vais juste répondre parce que c'est une question qui m'est posée aussi. D'abord, la première chose, c'est que, comme on l'a dit, il n'y a pas de censure. Ici, il n'y a pas de censure. Tout le monde a le droit, évidemment, de s'exprimer. Ensuite, j'ai un profond respect pour le parcours du professeur et je trouve qu'effectivement, il y a énormément de choses et pour l'avoir produit en conférence plusieurs fois avec son épouse, d'ailleurs, Christine, je peux vous dire que c'est un puits de science qui fait que quand les gens sortent des conférences, il y a souvent la mâchoire qui se décroche comme ça en disant « Oh, mon Dieu, je ne savais pas ». Donc déjà, rien que ça. Et ensuite, comme on le disait, c'est que vous êtes ouvert à la contradiction. Absolument. Et que tout est bon à entendre, même si on ne ressort pas nécessairement d'un échange convaincu. Tout à fait. On est d'accord. C'est pas fait pour nécessairement convaincre, c'est fait pour faire réfléchir Exactement. et éventuellement appliquer si ça peut être utile à la santé. Alors, depuis de nombreuses années, vous êtes donc Non, radié. je ne suis pas du tout radié. Effectivement, le conseil régional du Languedoc-Roussillon, au moment où ça existait, donc il y a près de 8 ans, m'a radié, mais on a le droit de faire appel. Et quand vous faites appel, vous n'êtes pas radié. Première chose. Et quand je suis passé devant la Chambre nationale du Conseil national de l'ordre des médecins, j'ai été blanchi de A à Z. De A à Z. Ça veut dire, j'ai même pas eu un blâme, une bastonnade ou quoi que ce soit. Blanchi. Bon, donc ça veut dire que je suis pas radié. Bon. Et je n'étais pas radié puisque j'étais en appel. D'accord? Bon. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas été content que je ne sois pas radié. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel. Où? Au Conseil d'État. Je suis passé devant le Conseil d'État. C'est des dépenses importantes, tout ça. Le Conseil d'État, il a dit, bah oui, il faut qu'il soit radié. Seulement, j'ai le droit de faire appel. Pendant que je fais appel, je ne suis pas radié. Donc, je ne suis toujours pas radié. Donc, je suis passé 6 ans plus tard, de nouveau devant une autre chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des médecins. Et là, ils ne m'ont pas radié. Mais ils l'ont suspendu. Alors, imaginez Mbappé, football, je prends cet exemple, qui est suspendu pendant 2 ans. Il n'a pas le droit de jouer des matchs, mais il pourra les jouer en 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on vous reproche? Alors, attendez, je vous explique. Il me suspend, ça veut dire que je ne suis pas médecin. Il m'enlève mon titre de docteur en médecine pendant 2 ans, du 1er janvier 2024 au dernier jour de 2025, 2 ans. Bon, je fais appel, je vais faire appel devant le Conseil d'État. Bon, parce que j'ai le droit. Bon, cet appel, je ne sais pas s'il est suspensif, pas suspensif. Pour l'instant, je suis en 2023, donc je peux exercer mon métier de médecin que j'exerce depuis plus de 50 ans avec beaucoup de passion, beaucoup de patients, beaucoup de collègues avec lesquels je travaille en collaboration, etc. Et des résultats. Donc tout ça, ça vient de quoi? Ça vient d'un certain nombre de journalistes. Il y a des gens compétents, et puis il y a d'autres qui ne le sont pas, qui ne lisent pas, et qui ont dit que j'étais un anti-vax. Alors, j'ai écrit en 2016 un bouquin. La base, c'est ça, de la polémique. Oui, c'est ça, oui. J'ai écrit en 2016 un bouquin qui s'appelle « Vaccin, comment s'y retrouver ». Comment s'y retrouver, parce que c'est une forêt vierge. Bon, des vaccins, il y en a à l'appel, il y en a qui sont utiles, efficaces, d'autres qui sont inutiles et d'autres qui sont dangereux. Il y a de tout, bon, avec des effets secondaires. Et il s'avère que dans ce livre, il n'y a pas une seule page contre les vaccins, pas une seule page. J'ai même demandé à ce qu'on vaccine les migrants qui arrivent en France, parce qu'ils ne sont souvent pas en bonne santé, et que les jeunes étudiants en médecine dans les fins d'études puissent passer 6 mois de leur vie en service national, service civil, pour s'occuper de ces migrants qui arrivent peut-être avec des maladies qui peuvent nous transmettre. Donc c'est vous dire que je ne suis pas du tout contre les vaccins. Bon, j'ai vacciné les gens contre le Covid-19, certains parce qu'ils en avaient besoin au niveau de leur santé. Plus de 300. Oui, plus de 300, et d'autres parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement pour aller au boulot, pour aller au restaurant,
restaurants, au cinéma, etc. Bon, donc, cette première idée qui a diffusé à partir des médias, c'est joyeux et anti-vax, c'est totalement faux, Alors c'est ça, du n'importe quoi. Ça vous colle à la peau, ça. Mais bien sûr, mais c'est pas grave. Vous savez, je suis joyeux 24 sur 24 et ça ne me changera pas. Alors, dire qu'il est radié, ben non, il n'est pas radié. Alors là, qu'on dise qu'on m'a suspendu pour 2 ans à partir du 1er janvier 2024, ça c'est vrai. Maintenant, je vais tout faire pour que tout ça, ça saute. Bon, donc je vais me battre. Mais je ne me bats pas pour faire des combats. Oui, mais la question que les gens se posent, c'est que s'il y a des institutions administratives et juridiques, comme celles auxquelles vous êtes confrontés, qui considèrent que vous devez être radié, mais pourquoi? Et pour quelle raison? Parce que quand on décide je vais vous dire en 2 mots, il faut le simplifier un peu à outrance pour que tout le monde comprenne. C'est un problème de liberté d'expression et de liberté de prescription. Nous, médecins, aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus la liberté de prescription. On nous donne des ordres. C'est-à-dire que le Conseil national de l'ordre des médecins, qui est en lien direct ou indirect, ne rentrons pas dans les détails, avec l'industrie pharmaceutique qui, elle, fabrique des médicaments et qui a un seul intérêt, c'est de les vendre. Et de les vendre cher et de multiplier les indications. D'accord? C'est-à-dire qu'un médicament puisse être utilisé dans un très grand nombre de maladies. Pour maigrir, pour le diabète, pour le cancer, pour ceci, pour cela. Bon, donc, si vous voulez... Il faut vous faire taire. On veut me faire taire, oui. Ça s'appelle la liberté d'expression. Ça s'appelle la liberté de prescription. Qu'est-ce que je défends? Je défends les collègues, les médecins, en disant « Mes chers confrères, mes chers consoeurs, vous devez avoir la liberté de prescription selon votre science et votre conscience. » Deuxièmement, je suis universitaire et depuis le XIe ou XIIe siècle, un universitaire a toujours droit à la disputatio, c'est-à-dire a droit à la parole. Bon, alors, c'est quand même assez étonnant. On me suspend du titre de docteur en médecine pendant 2 ans, mais je reste prof de cancérologie à la retraite, certes, mais actif, et de chirurgie digestive à la retraite, du bistouri, certes, mais actif. Ça veut dire que je peux donner des conseils, mais pendant 2 ans, je ne pourrai pas faire d'ordonnance. Ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui me demandent des ordonnances et que je vois qui viennent là où je suis. Je ne fais jamais payer mes consultations. Je n'ai jamais fait de privé. J'ai été un fonctionnaire des centres anticancéreux de Montpellier à l'Institut Curie pendant 5 ans. Donc, je veux dire, je n'ai jamais fait de clientèle privée. Et ce n'est pas maintenant que je vais m'y mettre. Donc, quand je vois des gens qui viennent me voir et que je fais des ordonnances, ils partent avec l'ordonnance, mais je ne leur dis pas, vous me devez tant. Vous voyez? Donc, je fais ça bénévolement parce que je suis retraité. Et donc, j'ai ma retraite et je n'ai pas besoin de faire du beurre sur le dos des gens. Donc, les choses sont claires. Alors, comment pouvez-vous... le monsieur Zozo, là, qui écrit ça, médecin radié, vous êtes à côté de vos pompes, voilà. Vous écoutez tôt la télé, et c'est vrai que la télé officielle a dit que j'étais un médecin sulfureux, radié. Mais je suis ni sulfureux, ni radieux, ni radié, je suis joyeux. Et joyeux, on ne le fait pas taire facilement parce qu'il dit la vérité. Et quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Et quand je sais, je dis que je sais avec des preuves scientifiques. Est-ce que vous n'en avez pas marre, professeur, de ce combat? Non, non. Vous savez, la vie, c'est un doux combat. Un doux combat, c'est quoi? C'est un combat. Il faut vivre. Et vivre, c'est assumer sa famille, son métier. Et de temps en temps, vous auriez envie de rester couché tranquillement plutôt que de vous lever pour aller opérer pendant 8 heures. Bon, donc... il faut se lever, il faut travailler, il faut réfléchir. Et c'est vrai que je bosse beaucoup. Je reçois énormément de dossiers dans une association que j'ai créée et où je travaille totalement bénévolement. Famille, santé, prévention. Mais avec des experts, lesquels experts sont payés pour le travail qu'ils font. Voilà. Mais ça gêne le Conseil de l'ordre. Vous voyez? Ça gêne. Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit « Ouais, tu ne fais pas payer, c'est pas bien, tu dois faire payer ». Je lui dis, écoute, toi, tu fais payer, c'est ton choix, et je le respecte. Moi, je ne fais pas payer, c'est mon choix, respecte-moi. Oui. C'est tout. Et je demande du respect et de la courtoisie. Alors, on va voir que dans cette émission, c'est une sorte de parenthèse, petit peu, depuis que nous faisons des émissions ensemble avec le professeur Henri Joyeux. Il y a beaucoup de sujets qui ont suscité pas mal de réactions. Alors, puisqu'une chaîne vous donne la parole régulièrement, parlez-nous des poursuites et des procès en cours. Des procès en cours. C'est ce qu'on vient de dire. Voilà, je vais au Conseil d'État. Ensuite, j'ai été accusé par le Conseil national de l'ordre d'avoir prévenu le Covid.
en donnant des conseils, vitamine C, vitamine D, zinc, boissons abondantes, etc. Donc je suis passé au mois d'avril dernier 2023 devant la chambre disciplinaire, voilà, et donc résultat, un mois plus tard, blanchi. Blanchi, ça veut dire même pas bastonné, même pas de radiation, rien du tout. Donc voilà un procès en cours. Alors attention, le national, j'ai été blanchi par le régional. Le régional, c'est l'Occitanie. Bon, le national, il fait appel. Et il ajoute une autre plainte. Vous avez traité le Covid-19. Oui, c'est exact. Avec quoi? Avec les traitements de mes collègues, qui soient Perron, dans lequel j'ai une confiance totale parce que c'est un type compétent, alors que beaucoup de gens sont passés sur les télés, ils étaient liés avec Big Pharma, d'accord? Et j'ai confiance également en Raoult. Total, je les connais. Ce sont des types qui sont des spécialistes de l'infectiologie. Et les autres qui passent à la télé sur ces sujets-là sont des petits pieds. C'est des petits pieds. Ils ont zéro compétence. Mais ils chantent en fonction de ce qu'on leur dit de chanter. Bon, donc, si vous voulez, je vais repasser devant une nouvelle chambre disciplinaire alors que j'ai été blanchi pour la prévention. Donc, un, ils font appel. Et deux, ils ajoutent, j'ai soigné. Ah ben oui, j'ai soigné. J'ai rien à cacher. Voilà. Bon. Et j'ai même vacciné. Voilà. Alors, et j'ai aucun mort, hein. J'ai aucun mort. Oui, absolument. Ouais. En tout cas, voilà, c'est quand même très important de se dire, voilà, comment un média, une chaîne. Non, c'est une cabale. C'est une cabale. Alors, tout le monde a le droit, évidemment, de s'exprimer, a le droit de donner son avis. Et d'ailleurs, vous êtes ouvert à la contradiction puisque personne n'a jamais osé venir s'installer en face. Mais venez, discutons. C'est ça l'objectif. On peut discuter, mais il faut discuter courtoisement. Absolument, voilà. Intelligemment. Et voilà, absolument. Alors, une des émissions qui a beaucoup fait réagir, c'est l'émission sur le jeûne. Vous avez affirmé à plusieurs reprises que le petit déjeuner était le repas le plus important. Voilà une personne qui a 58 ans, c'est Philippe. Il dit « Je ne déjeune jamais le matin et je m'en porte très bien ». Pourquoi cette affirmation sans retenue lors de vos interventions? Monsieur de 58 ans, il n'a pas bien écouté. Ça arrive souvent. Il n'a pas tout écouté. Je parle du repas le plus important pour un malade. Ça veut dire que lui, il est en bonne santé. Donc, étant en bonne santé, il a fait un bon dîner. Le matin, il se lève, il n'a pas faim, très bien, il ne prend pas son petit déjeuner. C'est son choix. J'ai rien contre lui. Sauf que le jour où il va être malade, le jour où il va être hospitalisé, le jour où il sera dans un lit d'une clinique ou d'un hôpital, il va comprendre une chose, c'est que le petit déjeuner, c'est ce qu'il attend. Il attend et c'est ce qui est le plus important pour sa journée. Ça veut dire qu'il n'aura pas un repas de midi qui n'est pas terrible dans les hôpitaux ou dans les cliniques, etc. Mais c'est le petit déjeuner. Et même, il va dire à sa femme, chérie, amène-moi ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Voilà. Donc, si vous voulez, cet homme n'a pas vraiment écouté l'émission. Je parlais du petit déjeuner, le repas le plus important pour les malades. Il est en bonne santé, tant mieux pour lui. J'ai regardé votre émission, j'ai zappé dès que je vous ai entendu dire n'importe quoi au sujet du sucre. Non, mais attention, alors je sais de quoi ils font allusion. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Je vais vous expliquer. Nous avons un organisme qui est très bien fait. Nous avons un foie et nous avons des muscles. Notre foie, il a un stockage de sucre sous la forme de glycogène. Le glycogène, il a été trouvé par Claude Bernard dans les années 1886, donc fin du 19e siècle, de la façon suivante. Il a pris des foies d'animaux récemment décédés et surtout il a pris des foies humains de personnes récemment décédées. Dans la veine qui rentre dans le foie, il a mis un tuyau, il a amené de l'eau. Bon. Et cette eau, elle est ressortie, puisque le foie, c'est une éponge de sang. Donc à la sortie du foie, il y a des vaisseaux. Il a récupéré l'eau. Il a goûté, elle est sucrée. Tiens, il s'est dit, s'il y a à la sortie du foie, il y a de l'eau sucrée, c'est qu'il y a du sucre. Effectivement, on n'a pas trouvé la molécule à ce moment-là, on l'a trouvée après. C'était du glycogène. Le glycogène, ce sont des molécules de sucre qui sont assemblées et qui sont stockées dans nos cellules hépatiques. Et nous avons dans notre foie un stockage pour à peu près la semaine. Au-delà de cette semaine de stockage, il n'y a plus. Bon, donc il faut en reprendre. Ça veut dire que du sucre, il faut en consommer tous les jours, mais pas en grande quantité. Pourquoi? Parce que si vous en consommez trop, il arrive un moment où le foie il dit « OPEC, glycogène, c'est plein, j'ai ce qu'il faut ». C'est pareil pour les muscles. Sauf que le foie va transformer le glycogène en gras. Et vous allez faire un foie gras. Ça, c'est l'élément qu'on a trouvé chez les oies. Quand les oies doivent faire des kilomètres de vol pour changer d'un pays à l'autre, eh bien, il faut qu'elles partent avec une quantité d'énergie, c'est-à-dire qu'elles ont un foie gras au départ, et ce foie gras,
au fur et à mesure de leur vol, elles vont dépenser ce gras en énergie physique. Si vous faites un marathon, je ne vais pas vous dire si vous faites un marathon de ne pas prendre de sucre. Mais sachez que si vous avez une vie tout à fait banale, sans trop d'activité extérieure physique importante, vous avez un stockage en sucre glycogène dans votre foie et aussi dans vos muscles pour avoir une activité physique basale qu'on appelle le métabolisme basal qui est suffisante pour la semaine. Donc là aussi, je suis heureux de pouvoir répondre à cet anonyme qui n'a pas écouté, ou si je me suis mal exprimé, je m'en excuse. J'espère que là, il va mieux comprendre. Vous avez fait également sur la chaîne une émission sur la sexualité. Oui, bien sûr. C'était une émission très intéressante. C'est un sujet majeur. Hein. Absolument. Voici la question qui vous est posée. Je suis gay depuis toujours, je suis heureux, semble-t-il équilibré. Mais je connais beaucoup d'amis qui sont comme ça. Pourquoi cette position? Mais pourquoi vous dites que je suis homophobe? Non, mais je sais pourquoi. Parce que vous allez sur Wikipédia. Et Wikipédia, c'est pas moi qui agis, j'ai jamais demandé à être sur Wikipédia. Bon, ça veut dire qu'il y a des gugus qui décident de vous mettre sur Wikipédia et qui décident de vous traiter au Kalachnikov. Donc, le mieux, c'est vous êtes homophobe, vous êtes d'extrême droite, vous êtes raciste, c'est n'importe quoi. J'ai vécu au Maroc, je suis pas raciste, j'aime beaucoup le Maroc, j'ai été en pays africain, j'ai beaucoup d'estime pour l'Afrique et tout ce que l'Afrique peut nous apporter. Bon, ensuite, quant à l'homophobie, bon, la question, c'est de savoir, suis-je homophobe? Ben non. Pourquoi serais-je homophobe? Je peux avoir un enfant ou des enfants ou des petits-enfants qui soient homosexuels. Et c'est vrai que quand je me suis marié avec mon épouse, c'était donc dans les années 74, nous nous sommes posé la question, et si un jour nous avons des enfants qui ont cette orientation, homme-homme, femme-femme, on va les mettre à la porte? Ben, pas du tout. On va essayer de les comprendre, on fera tout pour les aimer. Or, j'ai donc fait un gros travail sur essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité. J'ai même fait 2 livres sur l'homosexualité avec des personnes qui ont cette orientation. Donc, j'ai essayé de comprendre. Question majeure, c'était ça ma question. Est-ce que c'est la génétique ? Est-ce que c'est la génétique de papa et de maman qui font que l'enfant va être avec cette orientation? Mais ça, c'est le scientifique qui parle et qui cherche. Oui, mais bien sûr, qui cherche. Voilà. Mais alors, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que imaginez que c'est génétique. Imaginons que c'est génétique, ce que beaucoup de gens croient. Vous faites une ponction amniotique dans le ventre de maman, vous récupérez du liquide amniotique. Dans ce liquide amniotique, aujourd'hui, on est capable de dire cet enfant, il a telle maladie génétique. Par exemple, la trisomie 21. Bon, un chromosome de 21 en trop. Mais si vous trouvez, par la ponction amniotique, il y a un chromosome qui est le chromosome de l'homosexualité, vous avez des gens qui sont homophobes qui vont dire moi je ne veux pas cet enfant-là, vous m'arrêtez cette grossesse. Je veux un qui soit hétérosexuel. Bon, il y a eu des études scientifiques aux États-Unis, que j'ai beaucoup travaillé, de ces études qui ont été publiées par des personnes qui étaient eux-mêmes avec cette orientation de l'homosexualité parfaitement respectable et qui ont cherché à démontrer le gène. Ils l'ont cherché. Et ça a commencé dans les années 80. En l'an 2000, il y a eu la réponse. Il n'y a pas de gène. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gène pour être hétérosexuel, il n'y a pas de gène pour être homosexuel, il y a d'autres éléments. On ne peut pas parler de maladie. Savez-vous que l'homosexualité a été considérée comme une maladie par les livres de psychologie, psychiatrie, jusqu'en 1974? Complètement aberrant. Aberrant. Donc moi, je défends que l'homosexualité n'est pas une maladie, contrairement à ceux qui ont cru cela, y compris des collègues jusque dans les années 1974. Je pense que l'hétérosexualité et l'homosexualité, ce sont des orientations parfaitement respectables qui ont, je dirais, leur sens. Leur sens, ça veut dire le sens de ce que l'on vit et le sens de ce qui nous amène à cette orientation. Voilà. Mais donc, l'homophobie, c'est la connerie de dire ça. C'est même, je dirais, dégradant de pouvoir dire des choses comme cela sans avoir discuté avec les personnes. J'ai rencontré plus de 250 personnes, je parle d'hommes, ayant ce type d'orientation, qui sont tous devenus des amis. Tous devenus des amis. Voilà. Donc, non. Et puis, j'ai rencontré des éducateurs, j'ai rencontré des psychiatres, des psychologues, etc. Donc, j'ai beaucoup travaillé la question, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est pas grave. Simplement, ils ne lisent pas ce que j'ai écrit
et dont ils ne savent pas, ben voilà, ils sont dans l'ignorance. Quand on est dans l'ignorance, parfois, on peut affirmer des choses fausses. Voilà. En tout cas, c'est bien de refaire cette petite mise au point. Tout à fait. Autre émission qui a suscité pas mal de réactions sur Alzheimer, voilà. Selon moi, Alzheimer et Parkinson sont peut-être des maladies auto-immunes à terme, mais à la base des maladies liées à l'inflammation. Et d'où vient l'inflammation? L'inflammation, elle vient de votre alimentation, elle vient de votre stress. Quand vous avez du stress, prenons Monsieur Dupont et Madame Dupont. Monsieur Dupont, il a 65 ans, 70 ans. Il est à la retraite, il déprime parce qu'avant, il était une personne importante par son boulot. Il a un état un petit peu dépressif. Et cet état dépressif fait que plus rien ne l'intéresse. Il regarde la télé, ça n'intéresse pas. Il lit pas des bouquins. Bon, il oublie les clés de ceci, il oublie ça. Sa femme dit aïe, 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 aïe. Il va chez le neurologue, ou il va chez le généraliste, qu'il envoie chez le neurologue. Lequel neurologue, alors, il va vous faire des tests. Il faut faire des tests. Ah, madame, votre mari est très intéressant. On va le faire rentrer dans une étude de recherche sur l'Alzheimer qu'il est en train de démarrer. Il n'est pas en train de démarrer l'Alzheimer. Il est en train de faire un état dépressif, pour lequel on va lui donner un anxiolytique, un antidépresseur, ou un somnifère s'il ne dort pas. Et vous savez que maintenant, on le sait, 50% des patients qui sont addicts de ces 3 types de médicaments, l'un ou l'autre, augmentent très nettement le risque d'Alzheimer. On sait cela. Ça veut dire que la médecine est capable de fabriquer un Alzheimer. En plus de cela, j'ai parlé de l'alimentation. Quand vous avez une alimentation délétère, c'est-à-dire que vous consommez des produits qui sont inflammatoires, c'est-à-dire une alimentation inflammatoire faite de produits animaux en excès, pas assez de végétal, trop de produits laitiers, trop de beurre, trop de produits laitiers animaux dont je viens de parler, évidemment, vous risquez d'augmenter ce type de pathologie. Je vais donner un autre exemple, le Parkinson. Savez-vous que dans le chocolat, et j'ai écrit un bouquin sur le chocolat, dans le chocolat, vous avez 8 molécules formidables, la théobromine, c'est-à-dire boisson divine, la théophénine pour la respiration, et vous avez même une molécule extrêmement intéressante, le salsolinol, bon, peu importe son nom, qui est destinée à stimuler la fabrication des neurones pour éviter le Parkinson. Vous voyez? Donc pour le Parkinson, je ne vais pas vous dire de consommer la tablette de chocolat, mais je vais vous dire, prenez un chocolat noir, minimum 60% de concentration. Et c'est vrai que si vous avez des maladies inflammatoires et que le stress vient là-dessus, plus la pollution environnementale, vous augmentez. Nous avons actuellement, grosso modo, 1 million d'Alzheimer. Et on nous en promet 1 million de plus. C'est beaucoup. Mais est-ce qu'on donne des conseils nutritionnels? Savez-vous qu'il y a 4 médicaments contre l'Alzheimer et que Mme Buzyn a dit quelque chose de très intelligent quand elle est arrivée au ministère de la Santé? Elle a dit non, on ne les rembourse plus. Ah, pourquoi on ne les rembourse plus? Furieux. Ce n'est pas les malades qui ont été furieux, ce sont les associations de malades. Qui soutient les associations de malades? Soyons clairs, ce sont les laboratoires qui fabriquent les 4 médicaments. Vous comprenez? Alors on dit, ah non madame, on ne rembourse pas. Ah ben mais ça va coûter cher. Mais ça ne sert à rien. Donc il y a bien des profs, il y a bien des collègues qui ont donné le tampon de l'efficacité de ces médicaments, 4 médicaments contre l'Alzheimer, d'efficacité 0. Par contre, jamais de conseils nutritionnels, jamais de conseils, je dirais, de psychologie, d'hypnose, de MDR, des techniques qui sont aujourd'hui éprouvées et scientifiques. Le MDR, c'est démontré, la sophrologie également. Non, jamais. Ça, on ne vous donne pas. Par contre, ce qu'on cherche, c'est des médicaments. Autre question. À vous lire, vous auriez des solutions miracles à tout. Que feriez-vous pour les jeunes à l'école et quelle est votre position sur les jeunes à l'abaya? l'école, j'ai été jeune à l'école, j'ai eu des enfants, j'ai des petits-enfants qui sont à l'école. L'école, elle est faite pour s'instruire. D'accord? J'aime pas le mot éducation nationale parce que c'est la nation qui vous éduque votre enfant. C'est de l'instruction. On doit instruire cet enfant. On va l'instruire à quoi? Tu rentres dans la classe, le professeur rentre, tu te lèves. Tu salues le professeur. Voilà. Tu t'assieds quand il te dit de t'asseoir. Ensuite, tu as des devoirs à faire. C'est pas marrant. Ça a toujours emmerdé de faire des devoirs. Moi, ça a été ça. Oui. Et c'est vrai. Bon, tu dois apprendre à lire, à écrire, à compter. La baya, qu'est-ce qu'on a à foutre? Écoutez, j'ai une petite fille, nous avons 21 petits-enfants. J'ai une petite fille qui est dans un lycée, et, en France, bien sûr. Et je lui dis, est-ce que des abayas, il y en a? Elle me dit, mais depuis que c'est interdit, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il y ait des abayas? Qu'est-ce que c'est une abaya? C'est une robe longue. Bon, qu'elle soit dans un style Maroc, Algérie, Tunisie, ou qu'elle soit une robe longue dans un style français, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en fous complètement. À partir du moment où vous mettez une interdiction, ils ont oublié
les résultats de 1968, qu'est-ce que c'était que l'on disait? Qu'est-ce qu'il disait Dany le Rouge? Il disait, il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire la baya. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, si les jeunes filles rentrent évidemment masquées, voilées, etc., là, je suis complètement d'accord. Mais ce n'est pas ce qu'elles cherchent. Seulement, c'est du communautarisme. Ce n'est pas autre chose. Donc, il faut leur apprendre à lire, à écrire, à compter, à aimer notre pays, à aimer son histoire et à connaître les vérités sur l'histoire de nos pays et pas en cacher les trois quarts. Voilà. Autre question, les bienfaits de l'alimentation végétale. Tiens, ça aussi, c'est une... Vous confondez l'agriculture raisonnée et l'agriculture en convention biologique. Non, je ne confonds pas. L'agriculture raisonnée, c'est une agriculture qui n'est pas encore une agriculture biologique, qui peut avoir été une agriculture conventionnelle, et du conventionnel, elle veut passer au raisonné pour aller vers le biologique. Mais on va commencer par du raisonné parce qu'il faut du temps sur le plan officiel et légal pour passer du productiviste, si vous voulez, et consumériste, pour passer à l'arrêt des pesticides et des phytosanitaires. Je fais remarquer une chose. Phytosanitaire. On va mettre la question en gros plan. Ouais. Phytosanitaire, vous entendez phyto-plante, sanitaire, santé de la plante. D'accord ? C'est la santé de la plante, les pesticides? C'est la santé de qui? C'est la santé de Big Monsanto. Monsanto marié à Bayer. C'est sa santé. Le glyphosate. Vous savez que le glyphosate, ils sont en train de reculer. Alors, les uns, ça sera 3 ans, les autres, ça sera 5 ans. C'est tout de suite qu'il faut arrêter ça. C'est absolument toxique. Trop d'intérêts. C'est ça le problème, c'est que vous avez des intérêts financiers qui sont énormes. Alors, agriculture en conversion, ils n'utilisent pas ces produits toxiques. Non, quand ils sont en conversion, ils sont en train de les arrêter. Mais il leur faut du temps pour arriver légalement à l'agriculture biologique, à la permaculture, à l'agriculture biodynamique. Vous savez, j'ai proposé, mais personne n'écoute cela, en politique. Vous avez un ministère de la Santé, ok. Vous avez un ministère de l'Agriculture. Eh bien, moi, je vais vous dire, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un grand ministère de l'agriculture, en premier, et de la santé, pour bien montrer à tout le peuple, aux Français, que la santé va dépendre beaucoup de l'agriculture. Votre assiette, nous en avons parlé plusieurs fois. Donc, il faudrait qu'il y ait un grand ministère de l'agriculture et de la santé avec des secrétaires d'État, je ne suis pas un homme politique, les uns sur l'agriculture et les autres sur la santé. Et qu'ils s'entendent et qu'ils travaillent ensemble. Et santé, il faut des vrais toubibs. Pas des énarques, pas des gens qui n'y connaissent rien, pas des gens qui n'ont jamais été sur le terrain, des gens qui ont touché, entre guillemets, du malade, qui ont compris ce que c'était du début à la fin de la vie, de la pédiatrie à la gériatrie. Autre question qui a suscité pas mal de réactions. Faut-il préciser à ce docteur que les protéines végétales sont beaucoup moins biodisponibles que celles animales? Il n'y a qu'à voir le corps de certaines personnes végétaliennes qui sont toutes maigres et en manque de muscles. Non, alors attention, ça, c'est les personnes qui se moquent des végétaliens, qui se moquent des véganes. Ça, j'accepte pas. J'accepte pas pour la bonne raison que les protéines végétales sont extrêmement biodisponibles. Le problème, c'est que quand vous consommez des protéines que vous trouvez dans le pain, dans les légumes, dans les légumineuses, il faut les mastiquer. On a des ratounes pour ça. Et là, la salive vient et vous évitez ce qu'on appelle des phytates qui créent de l'absorption. Alors, effectivement, si les protéines végétales, elles ne sont même pas mastiquées, je t'avale et puis ça fout le camp dans l'estomac. L'estomac, il n'est pas content, ça fait de l'acide. Et à ce moment-là, ça fera une mauvaise absorption. De ce côté-là, ils ont raison. Mais il faut qu'ils ajoutent qu'il faut qu'il y ait une bonne mastication. Et si c'est du végétal, en général, ça a du goût, couleur, odeur, saveur et texture. Alors, une petite dernière, celle-ci qui est un peu virulente aussi. Vous n'avez strictement rien compris au vegan. Vegan veut dire aucune exploitation animale. Oui, mais écoutez, moi j'aime bien le miel. Vous voyez ? Et quand je vois des véganes qui me disent je ne prends pas de miel parce que je veux respecter les abeilles, mais les abeilles, elles nous respectent. Les abeilles, elles font de quoi? Du miel, de la gelée royale, des pollens, etc., qui sont à la fois pour leur santé, et même quand on fait de l'apipuncture, on a trouvé un système pour que ceux qui font une sorte d'acupuncture avec l'abeille, ils mettent un tout petit cadre très fin pour que quand elle pique, elle ne meure pas. Donc c'est un respect total de l'animal. Ensuite, la majorité des végétaliens le sont par éthique animale. Oui, mais alors attention, les animaux, le problème c'est qu'on va vous mettre un animal exactement au même niveau que l'humain. Je le sais,
il y a eu à Princeton, aux États-Unis, un de mes collègues qui est un spécialiste de l'éthique animale. Bon. Alors, il vous dit éthique animale égale éthique humaine. Non, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. J'estime que l'humain est au-dessus de l'animal, mais l'humain doit respecter l'animal. C'est tout. Et je suis scandalisé quand je vois ce qui se passe dans les abattoirs d'une manière absolument ignoble. Là, on se retrouve. Mais manger un œuf que me pond ma cocotte, une poule, ben écoutez, je suis désolé. Je ne vais pas aller le jeter, sauf si la poule a été fécondée par le coq pour faire un petit poussin. Mais elle n'a pas toujours été fécondée par le coq. Alors vous faites quoi de l'œuf? Vous le jetez? C'est complètement absurde. Alors que vous avez le meilleur cholestérol là-dedans, alors que vous avez la meilleure ovalbumine, une protéine, qui est une protéine d'ailleurs de référence, l'ovalbumine, la protéine de l'œuf, protéine de référence, qui est la plus proche de notre propre albumine qui circule dans notre sang et qui nous met en bonne santé. Donc c'est n'importe quoi. On ne mange pas d'animaux pour les animaux. Mais c'est quand même dingue d'entendre des choses. Non, alors écoutez, il faut qu'on se revoie. Bon, il faut que vous me trouviez, Marc. La grande spécialité, c'est souvent des femmes, hein, mais maintenant il y a des hommes qui s'y sont mis, pourquoi pas. Mettez-moi un couple vegan et nous allons nous entendre dans ce bon fauteuil et nous pourrons dialoguer tranquillement. En tout cas, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir effectivement échanger, de pouvoir échanger nos opinions, nos façons de vivre. Bien sûr. Vous avez la vôtre. Bien sûr. Joyeuse. Joyeuse, ouais, ça qui va plus bien, est, quoi. voilà, et vous avez votre expertise. En tout cas, on n'acceptera aucune censure. Je pense qu'on peut aussi se dire les choses sans être virulent. Ça, c'est l'originalité de votre télé. Jamais, il n'y a pas de censure. Moi, Tout le monde a le droit de s'exprimer. Là, je vais vous dire, ça, c'est quand même très important parce que, justement, je passais récemment sur une radio et je disais, je suis interdit sur les grandes télés. Je suis interdit, que ce soit sur TF1, Antenne 2, sur CNews. Je suis passé il y a 1 an ou 2 sur CNews. Il y avait une femme médecin, elle a refusé de me serrer la main. Vous voyez le niveau intellectuel. Elle a refusé de me serrer la main. Et ensuite, vous avez la main dans le vide, quoi. Bon, et ensuite, elle a refusé d'être présente à l'émission. Non, mais ça veut dire qu'intellectuellement, il y a des neurones qui manquent là. Allez, bon, c'est tout, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. À la limite, je l'inviterai à prendre un café, à prendre une bière pour qu'on discute. Mais il y a des gens qui sont bornés. Mais c'est ce que vous m'avez dit l'autre jour. Vous m'avez dit, quand je vous ai dit, oui, mais les gens pensent que effectivement vous êtes un anti-vaccin, un anti-ceci, un anti-cela. Or, vous nous avez dit, mais invitez-la à déjeuner. Oui, bien sûr. Invitez cette personne à déjeuner et puis au moins on discutera et on échangera et on verra. Bien sûr. En tout cas, voilà, je pense qu'on a répondu. Merci Marc, en tout cas, d'avoir permis une telle émission. Et s'il en faut, on en fera d'autres. On en fera d'autres, absolument. Bien et on sûr. pourra même en faire en direct pour échanger en tout direct à fait. avec les gens. Merci professeur. Avec grand plaisir. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et merci à tous de nous suivre. Vous commentez là aussi, je pense que ça va susciter. Et faites circuler ABC Talk TV. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain L'Instant Joyeux. Salut.